Merci de tenir ce timing. Alors tout de suite, parce qu'on m'a posé la question du déjeuner, ça se passe juste à l'extérieur, ça sera en mode un petit peu déambulatoire, hein, c'est-à-dire que voilà, un buffet déjeunatoire comme on dit, et qui vous permettra de passer d'un groupe à l'autre et de faire un petit peu de réseau, de discuter. Voilà, c'est juste le but, c'est que tout ça soit fluide, un petit peu comme le parcours de la formation aujourd'hui. Hein. On a parlé de fluidité juste avant sur ces parcours professionnels, que ce soit de la formation, la primo-insertion, la reconversion, l'évolution professionnelle. Alors, de quoi on parle maintenant? De l'alternance. Voilà, c'est un outil de cette logique, hein, tout simplement. Quelle que soit la forme d'alternance, on verra évidemment qu'il en existe différentes formes, mais ça, vous le savez bien. Il s'agit d'utiliser cet outil pour construire des parcours, induire des trajectoires, lier l'apprentissage et le travail, puisque c'est quand même l'ambition et l'objectif premier. Ce qui fait de ce dispositif, finalement, une organisation apprenante. Hein. On est au cœur du sujet, non seulement pour les alternants eux-mêmes, mais aussi pour les activités, pour les formateurs. Voilà un petit peu de ce de quoi il va être question pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Et puis parler évidemment, et en premier lieu sans doute, des nouveautés en matière d'apprentissage. Alors, comme tout à l'heure, il y a un sondage que vous pouvez faire grâce à l'application ConnexMe que vous avez tous téléchargés sur vos smartphones. Je ne sais pas si on a déjà les questions, mais elles vont apparaître d'ici quelques minutes. Vous avez toute la durée de l'atelier pour y répondre. C'est des questions à choix multiples, donc il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour argumenter. Voilà, deux questions qui vous seront posées. On vous donnera, juste après l'atelier, les réponses à ces questions, enfin les réponses que vous avez données à ce sondage. Voilà, ça pourra nourrir quelques discussions au déjeuner autour des tables, qui sait. Je vais tout de suite passer la parole après avoir fait cette petite introduction. Romain Pigeot, vous êtes du Centre Info, vous êtes expert, juriste et consultant de l'alternance, donc tout indiqué pour nous parler avec vos invités nombreux, encore une fois, de ce sujet. Je vous laisse la parole, Romain. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre à ce plateau, cette plénière dont le sujet porte sur les enjeux de l'alternance et dont l'objectif est de vous permettre de prendre connaissance et de mesurer les changements apportés par la réforme sur ce sujet, surtout de prendre connaissance de l'avis de l'ensemble des intervenants, de l'ensemble des institutions qui traitent de l'alternance, puisque nous avons la chance et le plaisir d'accueillir l'État, France Compétences, les régions, les représentants des partenaires sociaux, les branches, les CFA, les apprentis, les entreprises. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà, donc une plénière particulièrement riche. Deux petits mots sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui, je pense, ne vous a pas échappé. Vous le savez sans doute, il y a énormément d'impact sur les contrats en alternance, puisque le cadre juridique de recrutement est modifié. La possibilité de créer des structures de formation en alternance est ouverte. De même, le financement de ces structures-là sont considérablement modifiés par un financement qui a été intitulé « Financement au contrat ». Donc avant de passer la parole à nos intervenants, je vais avoir le plaisir de lancer une petite vidéo qui porte sur le sujet. Je voudrais faire de l'alternance au contrat professionnel pour pouvoir que ce soit l'employeur en fait tout simplement qui me finance la formation. À mon époque, l'alternance n'était pas nécessairement quelque chose qui était mis en valeur. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que quand on va voir un employeur, la première chose qu'il nous demande, c'est est-ce que vous avez fait de l'alternance? Parce qu'il considère l'alternance comme de l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, quand on fait des stages, même des stages de fin d'études de 6 mois ou 8 mois, ces stages ne sont pas pris comme ne sont pas pris en compte comme des expériences professionnelles. Et donc c'est ça le problème que les jeunes peuvent rencontrer au jour d'aujourd'hui. En fait, je trouve que ça pourrait être une bonne solution pour moi puisque j'ai pas d'autre choix. Pôle emploi, ils sont limités au jour d'aujourd'hui. Même si on travaille, on cotise, mais malheureusement, on n'a pas le droit à la formation. Donc du coup, je pense que la meilleure solution pour moi sera une alternance. Au moins, il y aura des jours où je vais travailler, la société elle pourra me financer. Maintenant, j'ai commencé un peu à chercher des alternances pour mon année prochaine. Et c'est un peu compliqué de trouver des alternances vu qu'on n'a pas assez d'expérience d'après les entreprises pour pouvoir aller directement dans le monde du travail. Voilà, donc des points de vue particulièrement intéressants. Donc je vais avoir le plaisir de passer la parole à Monsieur Michel Faramaya de la DGEFP, qui est une
structure fortement bien connue, qui a pour mission notamment de développer une stratégie sur la formation et l'alternance, de piloter le dispositif d'un point de vue juridique et de concertation. Alors, Monsieur Ferramaya, est-ce que vous allez pouvoir nous faire une présentation à la fois simple et rapide des changements apportés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel? Et bonjour à tous. Simple et rapide, oui, je vais essayer. C'est un petit peu les attendus cahier des charges de cette matinée. Alors, je vais essayer de faire les choses assez simplement et de revenir sur l'opportunité générale portée par le gouvernement sur cette réforme en matière d'apprentissage. Et puis après, voilà, de faire un petit focus sur les 4 points qui me semblent être assez essentiels dans cette réforme. Alors l'opportunité, la volonté affichée par le gouvernement sur cette réforme en matière d'apprentissage, c'est vraiment d'intervenir sur les mentalités, sur la représentation qu'on peut avoir de l'apprentissage en France. Le gouvernement n'a pas émis, contrairement à ce qu'on a pu connaître par le passé, d'objectifs quantitatifs en matière d'apprentis en France. Par contre, le gouvernement a observé que plusieurs phénomènes montraient qu'il fallait vraiment agir fondamentalement sur l'apprentissage. La ministre a parlé de révolution copernicienne lorsqu'elle a lancé les travaux. Quelques petits constats. Les sortants de 3e à 5% font le choix de l'alternance. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui baisse année après année, puisque en 2006, on était à peu près 7% de sortants 3e qui faisaient le choix de l'apprentissage. Et aujourd'hui, voilà, on est à 4 ou 7%, je crois, de mémoire. Autre observation, c'est que le niveau de scolarisation en apprentissage est relativement faible en France par rapport à d'autres pays européens qu'on peut comparer à la France sur le sujet, qui ont agi, ces pays-là ayant agi très fortement sur le chômage des jeunes. Il y a une certaine constante, c'est qu'à peu près 20% d'une génération est en situation d'alternance. En France, si on prend les 18 ans et qu'on regarde où ils sont à un moment donné dans leur parcours de formation, on a 7% de ces 18 ans qui font de l'apprentissage. Donc voilà, il y a des gros écarts par rapport à certains États européens, et donc le gouvernement souhaite bien évidemment réduire ces écarts au profit d'un développement massif de l'apprentissage. Alors pour le faire, il n'a pas été par 4 chemins, et en tout cas il agit sur 4 leviers de façon assez forte, sur le levier de la gouvernance de l'apprentissage, sur le levier du statut des apprentis, sur le levier de l'offre de formation d'apprentissage, et sur le levier du financement de l'apprentissage. Donc voilà, je vais décliner très concrètement ces 4 points-là. Sur la partie gouvernance, le choix a été fait, c'est un choix relativement fort, et qui est différent de celui qui a été porté sur la loi de 2014 notamment, de confier le pilotage de l'apprentissage aux branches professionnelles. Voilà, ça c'est le choix fondamental qui a été proposé, avec évidemment en appui les régions qui interviendront en matière de financement de l'apprentissage au titre de leur rôle d'aménageur du territoire et de développement économique. Et voilà, donc premier point, gouvernance, les branches sont désormais à la manœuvre. Sur la question du statut des apprentis, là aussi, en France, beaucoup de régulations, beaucoup de normes, beaucoup d'obligations à la signature du contrat, qui peuvent être des incitatives à l'embauche d'apprentis. Donc là, il y a aussi un certain nombre de points qui ont été pris et qui ont été mis en œuvre qui ont été décidés par la loi, pour essayer de rapprocher le droit du contrat de travail d'apprentissage du droit commun. Et donc là, vous avez un certain nombre de mesures qui ont été prises sur la durée du temps de travail, où dans certains cas, il est tout à fait possible, il sera possible de faire du 40 heures semaine et du 10 heures par jour, avec évidemment le repos compensateur qui correspond. L'âge du contrat a été revu, puisque désormais l'apprentissage c'est entre 16 et 29 ans, et non plus jusqu'à 26. Vous avez des éléments qui sont relatifs aussi à la rémunération qui ont été revus. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments sur le contrat de travail qui modifient assez fortement le statut des apprentis. Et je n'évoque pas forcément les aides qui sont
qui ne sont pas forcément le sujet, mais là, c'est pareil, il y a eu un gros travail de nettoyage des aides, où il y en avait 4 de diverses natures, donc, qui ont été réunis en une aide par ailleurs. Sur la question de l'offre de formation, alors là, pareil, certaines révolutions, puisque jusqu'à maintenant, l'apprentissage était essentiellement tenu dans sa réalisation par des centres de formation d'apprentis, des CFA, pardon, qui étaient conventionnés par les régions via des conventions de création de CFA et des conventions de gestion annuelles. Donc là, un choix, c'est aussi d'ouvrir totalement le champ des possibles pour former un apprentissage. Et donc, ça a entraîné 2 mesures assez concrètes. C'est que les actions d'apprentissage rentrent dans le champ des actions de formation professionnelle. C'est l'article 4 de la loi qui le dit. Voilà, les actions de formation professionnelle sont constituées désormais des bilans de compétences, de la VAE, des actions de développement des compétences et des actions d'apprentissage. Et deuxième point aussi relativement important, c'est le fait que les dispensateurs de formation, demain, pourront faire la partie théorique des contrats d'apprentissage. Donc voilà, ça élargit considérablement le spectre des structures qui pourront demain mettre en œuvre des formations en matière d'apprentissage. Un point aussi relativement important en matière d'offres de formation, il y a une mesure dans la loi qui prévoit que la partie théorique, donc la partie en CFA ou en organisme de formation, dans sa partie formation concrète, est régie par des règles qui sont les suivantes, à savoir les durées seront de la responsabilité des parties du contrat. Donc ça veut dire que demain, la constitution d'un parcours de formation en apprentissage, c'est l'entreprise, le jeune ou sa famille, ainsi que le CFA qui détermineront les durées qui vont bien. Sous-entendu, ce n'est pas le modèle académique des référentiels qui est systématiquement applicable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'appliquer, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça sera les parties prenantes au contrat qui décideront de la durée. Donc voilà, donc là pareil, en matière d'offres de formation, on voit une très large ouverture prônée par la loi. Et un dernier point, donc relativement important aussi de la réforme, c'est la modalité financière de l'apprentissage, puisque là, on passe d'un système de financement à la subvention à un système de financement à l'activité. Donc ça, très clairement, là aussi, c'est un autre modèle économique que nous allons tous appréhender là, dans l'année qui vient, puisqu'il y a quelques échéances relativement importantes dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ça, je laisserai M. de Balatier l'évoquer dans son intervention de tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est là aussi un changement radical sur les modalités financières de l'apprentissage qui implique donc les branches professionnelles, qui implique France Compétences, les CFA, les régions aussi, puisque encore une fois, une partie des financements seront octroyés aussi par les collectivités locales régionales. Et donc, pour un démarrage de ce financement-là à partir du 1er janvier 2020. D'accord. C'est le fameux coût au contrat qui a c'est son petit nom, parce que c'est qui signifie pour un contrat égale un financement. Et c'est vrai que c'est vraiment une grande révolution pour le système du financement de l'alternance. Ok. Alors, une dernière petite question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du point de vue de la réforme? Peut-être un tout petit point d'étape. Alors, du point de vue de la réforme, sur tous les aspects, alors déjà, bon nombre tous les points que j'ai évoqués là ont fait l'objet de décrets d'application, donc on est à l'heure de la réforme et de sa mise en œuvre. Alors, ce n'est pas encore tout à fait le cas sur des points relatifs à la taxe d'apprentissage, on a encore quelques textes à passer, mais ça n'a pas d'incidence sur tout ce qu'on est en train de se dire là. Sur le calendrier très précis, voilà, demain, date très importante, puisque les opérateurs de compétences devraient recevoir les listes de niveau de prise en charge définies par les branches, les regarder, les analyser un petit peu, les remettre à France Compétences, qui fera le travail de convergence et de recommandation telle qu'exigée par la loi, sachant que cette procédure-là va nous amener jusqu'à la mi-avril. Et là, on devrait avoir voilà, une visibilité sur les niveaux de prise en charge assez complète. Donc ça, c'est un premier temps, très important. Deuxième temps, ça sera sans doute au milieu de l'année, où on aura sans doute une définition plus précise des montants à dédier aux régions pour leurs compétences en matière d'apprentissage, voilà, pour donner de la visibilité aussi aux acteurs territoriaux, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'ils commencent
à élaborer leur budget pour l'année qui suit. Et on aura aussi courant second semestre l'activité qui portera sur 2 acteurs importants de l'apprentissage, les régions et les opérateurs de compétences, pour potentiellement signer des conventions d'objectifs et de moyens sur le financement des CFA comme sur l'investissement. Voilà 3 jalons calendaires assez proches de nous pour la mise en œuvre de cette réforme. Je vous remercie, M. Ferrer-Amaya. Maintenant, je vais avoir le plaisir de passer la parole à M. Hugues de Balatier, qui est directeur général adjoint de France Compétences. Pour reprendre la parole par rapport à ce qui a été dit lors de la journée d'hier, il y a beaucoup d'intervenants qui ont souligné le fort besoin par rapport à la réforme d'une régulation de l'ensemble du dispositif. Cette régulation va passer à la fois par la régulation du coût de formation, régulation de la qualité. France Compétences a bien évidemment sa première mission de répartir et de reverser les fonds de la formation. Alors donc, M. Balatier, comment va fonctionner la régulation de France Compétences ? Alors vous venez de le dire, et ça a été en effet dit à plusieurs reprises hier, la régulation du système, c'est vraiment le facteur clé de réussite de la réforme. Parce que comme vient de le rappeler Michel Ferrer-Amaya, il y a énormément de choses dans cette réforme de la formation professionnelle et de l'alternance, et notamment dans le champ de l'apprentissage. Il les a listés autour des 4 axes qu'il a mentionnés. Mais il y a énormément de choses, mais j'ai la conviction très forte que la transformation du mode de régulation du système dans son ensemble constitue véritablement la pierre angulaire de cette réforme de l'alternance, avec notamment la mécanique du financement au coût contrat, dit au coût contrat, donc le financement au contrat d'apprentissage. Et donc en matière d'apprentissage, où c'est là en effet que les changements induits par la loi sont les plus importants, en fait l'idée elle est relativement simple. Le point de départ, c'est qu'il y a une volonté très forte de développer des compétences par l'alternance et surtout par l'apprentissage. Donc je ne reviens pas sur des choses bien connues et reconnues, je pense, par tous, sur les bienfaits de l'apprentissage, en termes d'acquisition de compétences, en termes d'insertion professionnelle pour les jeunes. Et donc il y a ce constat partagé d'une nécessité de développer l'apprentissage. Et pour développer le nombre de jeunes en apprentissage, il faut donc cesser d'avoir une politique malthusienne sur les volumes de contrats d'apprentissage. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire cesser d'avoir une politique malthusienne sur le nombre de contrats financés, cesser d'avoir une politique malthusienne sur le nombre de places en CFA, et cesser d'avoir une politique malthusienne sur l'ouverture en CFA. Donc ça nécessite de passer à un autre mode de régulation, sans doute moins administratif, et qui place au cœur de la réforme cette mécanique du financement au coût contrat. Et à mon sens, bien plus qu'une nouvelle répartition, même si tu as parlé de gouvernance, bien plus qu'une nouvelle répartition des compétences, ce que font les régions, ce que fait l'État, ce que fait France Compétences, ce que font les branches. Le cœur, c'est bien que c'est la compétence elle-même qui est transformée avec ce nouveau mode de régulation. Alors, le véritable enjeu, c'est justement de bien définir cette régulation et de disposer des bons leviers de régulation. Donc, pour ça, il faut bien comprendre quel est le besoin. Donc, évidemment, il y a un besoin général de régulation parce qu'on est sur un marché de la formation professionnelle et notamment celui de l'apprentissage qui bénéficie de fonds mutualisés. Donc il faut bien qu'il y ait une régulation du système. Ensuite, Michel Ferrer-Amaya l'a dit aussi, il y a, et c'était dit hier aussi, il y a un besoin de revoir la régulation du système qui a été constaté au moment de la préparation du projet de loi et notamment à l'occasion de la concertation sur l'apprentissage. Constat d'une régulation sans doute trop éclatée entre de nombreux acteurs, constat d'une lisibilité peut-être insuffisante des choix qui étaient faits et surtout des résultats qui montraient une régulation insuffisante des coûts, avec le constat d'écart considérable dans les coûts entre les CFA par apprenti. Donc les fameux coûts dits préfectoraux, transmis par les conseils régionaux et publiés par les préfectures, où on constatait des écarts assez importants. Un bac pro commerce, par exemple, pouvait afficher des coûts d'un CFA à l'autre de 1 500 à 14 600 euros, par exemple, et on pourrait multiplier des dizaines d'exemples de ce type, avec des écarts allant souvent de 1 à 3, voire de 1 à 4, sur les principales certifications éligibles à l'apprentissage. Donc, au-delà de ce besoin de régulation, c'est le choix du mode de régulation qui est important et qui doit en fait s'adapter à la nature même du marché, aux constats qui ont été faits et aux orientations de politique publique, évidemment. Je lisais en venant, ça devait être hier, dans le train, en venant, un article sur un rapport qui vient de sortir dans un tout autre champ, celui du domaine de la santé. Le rapport Aubert qui
qui s'interrogeait et qui réinterrogeait le mode de tarification à l'activité dans les hôpitaux, mais en partant justement du constat qu'il y avait là un trop grand volume d'actes. Et donc, on pouvait s'interroger parfois sur la pertinence des actes. Et donc, on voit bien que le mode de régulation, il s'interroge au regard du fonctionnement d'un marché et d'un constat qui est fait. Là, dans le domaine de la santé, notamment des hôpitaux, il se dit, le raisonnement de ce rapport, c'était de se dire, trop grand volume, il y a une régulation par l'activité, la rémunération à l'activité, donc il faut réinterroger ce mode de régulation. Ben, en fait, dans l'apprentissage, c'est l'inverse. On a envie de libérer le volume, d'avoir plus de contrats parce qu'on veut développer et on sait qu'il y a un besoin d'apprentissage. Et donc, on bascule sur un système où la rémunération, le financement à l'activité va tenir une place beaucoup plus importante. Donc c'est ça la logique du système. Donc au total, on va avoir plusieurs modes de régulation, plusieurs leviers. Alors évidemment, une régulation financière globale du système. Cette régulation financière aussi par les niveaux de prise en charge et non plus par les volumes de contrats. Et évidemment aussi la régulation de l'activité, elle se fera par la qualité des CFA, enfin de l'offre de formation, avec notamment des CFA qui devront être certifiés à l'horizon de 2022, et aussi par l'amélioration de la pertinence des formations dispensées. Peut-être sur ces 2-3 derniers points, je vais rentrer un peu plus dans le détail, parce que c'est là-dessus que France Compétences joue un rôle assez fondamental. Donc nouvelle instance nationale de régulation avec une gouvernance quadripartite qui est créée au 1er janvier et qui va disposer d'un certain nombre de leviers de régulation. Alors je l'évoquais en premier, la régulation financière globale d'abord. Donc là c'est le rôle de France Compétences comme financeur du système et comme répartiteur des fonds mutualisés de la formation professionnelle et de l'alternance. Donc on va répartir ces fonds. Ça nous amène à faire des choix, évidemment, dans un cadre très précis, déterminé par la loi et par un décret qui nous fixe des fourchettes de répartition. On va déterminer, répartir les fonds entre plusieurs dispositifs et donc plusieurs acteurs qui gèrent ces dispositifs. Et au sein de ces dispositifs, évidemment, on a de la répartition des financements vers l'alternance et notamment vers les OPCO. Mais à côté de ce système de répartiteur de fonds, un élément fondamental, c'est aussi le rôle de France Compétences comme régulateur, plus largement, qui n'est pas seulement une régulation financière globale. Donc pour ça, on a plusieurs leviers. Donc j'ai déjà évoqué, c'est un peu le cœur de l'intervention, c'est cette régulation par les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Alors en quoi ça consiste? C'est finalement assez simple. La réforme prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, même s'il y a une exception cette année pour les CFA non conventionnés, mais l'essentiel de la réforme, c'est à compter des contrats à compter du 1er janvier 2020. On remplace le système de subvention d'équilibre par les régions au CFA, évidemment en complément de ce qui existait sur le financement des employeurs, par un financement des CFA par les OPCO et surtout directement lié au nombre de contrats signés. Et parallèlement, la régulation un peu administrative des CFA, ouverture de CFA, augmentation du nombre de places en CFA, et donc remplacée par une régulation qui laisse plus de place au marché, et donc qui dépendra de la demande des entreprises et des jeunes. Alors, au total, quand je dis que c'est le financement au contrat qui est au cœur du système, il ne faut pas le prendre comme une formule un peu administrative ou technocratique, parce que quand on dit ça, le principe, c'est que ça met les acteurs de terrain au cœur du système. Le financement au contrat, ça veut dire avoir un contrat, et donc le principe, c'est que dès lors que le jeune, l'entreprise et le CFA se mettent d'accord, on a un contrat et c'est ça qui déclenche le financement. Donc c'est vraiment ces acteurs-là qui sont au cœur du système et qui déclenchent le financement. Alors évidemment, ce qui va réguler ce système, à part la qualité dont je reparlerai, et puis il y a aussi le maintien d'un certain nombre de règles administratives pour les CFA, l'obligation de se déclarer leur activité en tant qu'organisme de formation, d'avoir une comptabilité analytique. Enfin bon, voilà, il y a quelques règles administratives qui demeurent évidemment, mais c'est bien les niveaux de prise en charge par les OPCO des contrats d'apprentissage qui sont déterminés par les branches, qui vont être le cœur du système. Et donc dans ce nouveau système, il faut quand même, d'une part, s'assurer que le système puisse garantir une plus grande convergence de ces taux de prise en charge pour une même certification. C'est un objectif assez fort de la réforme. Et d'autre part, s'assurer que le système n'est pas inflationniste. Donc pour ça, on attend clairement que les branches se saisissent de cette nouvelle compétence, de cette nouvelle responsabilité, qu'elles soient à l'auteur de cette responsabilité que la loi leur confie. Et donc on est en attente justement des remontées de ces premières propositions des branches, de ces décisions. Mais les branches, évidemment, ne peuvent pas être les seuls régulateurs du système. Je disais, on est sur des fonds mutualisés. Et donc, on a un premier niveau de mutualisation
entre les branches au sein d'un même OPCO, et ensuite entre les OPCO au niveau national, puisqu'on aura un système de péréquation nationale pour couvrir les besoins de financement d'apprentissage pour des branches ou des OPCO qui n'auraient pas les ressources suffisantes. Et donc, à ce titre, il est tout à fait légitime qu'il y ait une autorité nationale qui puisse réguler ces niveaux de prise en charge. Et donc, c'est le rôle essentiel de France Compétences comme autorité de régulation du système, et c'est toute la mécanique de recommandation de France Compétences sur la base de ce qu'on va recevoir des branches dans les prochains jours. Alors évidemment, France Compétences n'est pas le seul acteur de la régulation de ce système. D'abord, son pouvoir de recommandation, il s'exerce en articulation avec celui de l'État, puisque lorsqu'il y a carence ou lorsqu'il y a une recommandation qui n'est pas prise en compte par une branche, c'est une intervention par décret qui intervient ensuite. Ensuite, les OPCO sont quand même des acteurs essentiels, puisque sur la base d'un niveau de prise en charge, ils vont disposer de marge de manœuvre pour minorer ou majorer ces niveaux de prise en charge, mais évidemment dans un cadre précis défini par les textes, par exemple une majoration pour des contrats d'apprentissage pour les travailleurs handicapés. Ensuite, les régions ont aussi une compétence importante, mais centrée sur des objectifs de politique publique très particuliers. Il y a d'une part le sujet de l'investissement et le sujet de développement économique et d'aménagement du territoire qui leur permet de majorer le contrat pour des CFA qui seraient situés par exemple en zone rurale et qui ont parfois des difficultés d'atteindre une masse critique pour des sessions de formation qui soient véritablement rentables. Et peut-être plus globalement, France Compétences, dont le conseil d'administration est quadripartite, c'est aussi un lieu de dialogue, de co-construction de cette régulation, donc parce que son CA et son conseil d'administration est quadripartite, et puis aussi parce qu'on va mettre en œuvre une procédure de dialogue avec l'ensemble des acteurs pour que ce régime de croisière, d'émission de recommandations se mette en place dans le dialogue. Donc on le voit, il faut évidemment faire évoluer progressivement sur la base de ce premier exercice de fixation des niveaux de prise en charge. Ça va amener à faire évoluer progressivement le modèle économique des acteurs, sans doute sur le moyen terme dégager des gains de productivité. C'est aussi un objectif parce que l'idée c'est que les ressources soient davantage consacrées à l'augmentation du nombre d'apprentis. Mais évidemment, le risque, enfin pour qu'il n'y ait pas un risque de baisse de la qualité, le deuxième gros levier gros besoin de régulation, c'est la régulation par la qualité et par la plus grande pertinence des formations dispensées. Donc là, je ne reviens pas sur le levier, enfin toute la démarche qualité de la loi de 2018, qui est un acte 2 de ce qui avait déjà été initié en 2014, mais simplement pour dire que France Compétences a une place importante dans cette régulation de la qualité qui reste d'abord très régalien et donc d'abord à la main de l'État, qui définit un cahier des charges pour ce système de certification obligatoire des organismes de formation en 2021 et à terme des CFA également. Ça, c'est l'innovation de la loi de 2018 pour les CFA en 2022. Alors le rôle de France Compétences est d'une part, son conseil d'administration va rendre un avis sur ce référentiel unique national de la qualité. La certification des organismes de formation et des CFA, il sera délivré par un organisme certificateur qui sera lui-même accrédité par le COFRAC ou par France Compétences pour un certain nombre de labels, notamment des labels publics, qui présenteront évidemment des garanties équivalentes. Autre rôle, France Compétences est le point national de référence qualité pour l'Union européenne. Donc on a aussi un rôle pour promouvoir ce cadre de référence européen auprès des acteurs et des financeurs en France. Et enfin, plus largement, France Compétences se voit confier par la loi une mission de suivi et d'évaluation des actions de formation dispensées. Donc là, c'est plutôt par l'observation, la veille, le suivi de la qualité, pour émettre des recommandations plus larges sur le système qualité. Donc on voit qu'on a un rôle assez important sur cette partie régulation par la qualité, qui se complète par la régulation par la pertinence des actions de formation qu'il faut encore améliorer. Donc là aussi, il y a beaucoup de leviers dans la loi, mais côté France Compétences, nos leviers, c'est le fait de récupérer les activités de la Commission nationale de la certification professionnelle. Donc maintenant, c'est France Compétences qui va gérer le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique. Donc ça, c'est un levier pour nous. Et d'autre part, la loi prévoit aussi une régulation par une plus grande transparence sur les résultats des actions de formation. Donc ça, c'est assez important aussi pour assurer une régulation d'ensemble du système. Donc peut-être pour conclure, parce que j'ai évoqué les recommandations coût-contrat, mais France Compétences, dans son rôle de régulateur, dispose beaucoup plus largement d'un pouvoir de recommandation très large qui dépasse le sujet des recommandations sur les niveaux de prise en charge. La loi nous confie un rôle de veille, d'observation, d'évaluation, et donc sur cette base,
de veille, d'observation, d'évaluation, on va faire des études, des évaluations, un pouvoir d'émettre des recommandations qui seront publiques en direction des différents acteurs, que ce soit l'État, les régions, les OPCO, on peut s'adresser à tout le monde, et sur des enjeux très larges, ça peut être les enjeux de qualité, je le mentionnais, des enjeux d'accès à la formation, d'articulation, emploi, formation, orientation, par exemple. Donc vous l'avez compris, on est un acteur important, qui a un champ d'action très large en tant que régulateur, et on entend bien exercer ses compétences en la matière, parce que les enjeux de développement des compétences, ça a été suffisamment dit hier par l'ensemble des intervenants, et notamment par l'apprentissage, c'est véritablement au cœur des enjeux économiques et sociaux pour notre pays, et au cœur des attentes des usagers. Donc on a conscience qu'il y a beaucoup d'attentes envers France Compétences, même si c'est un acteur tout nouveau, tout récent, en train de s'installer. Mais c'est des attentes qui sont aussi fortes en direction de l'ensemble des acteurs et qui sont représentés sur ce plateau et avec lesquels on va être amené à travailler, avec lesquels on souhaite travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Merci, Monsieur Hugues de Balatier. Donc, vous avez parfaitement expliqué ce grand rôle de régulation et vous avez bien redit qu'en effet, sur la définition des coûts contrats, la balle est dans le camp à l'heure actuelle des OPCO et qu'en effet, pour les prestataires de formation, un contrat signé égale un financement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Je vais maintenant pouvoir avoir le plaisir de passer la parole au territoire, ou plutôt aux régions, avec Madame Catherine Vessy, qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge des questions liées à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'emploi, qui représente aussi Région de France. Alors, Madame Vessy, par rapport à l'impact de cette réforme sur le rôle qu'avaient jusqu'à présent les régions sur le développement de l'offre d'apprentissage, comment vous allez, dans un second temps, après cette réforme, pouvoir dialoguer avec l'ensemble des acteurs et dialoguer aussi avec les acteurs au sens de prestataires de formation et de secteur économique, évidemment. Bien, bonjour à toutes et à tous. En fait, la question, c'est comment nous allons continuer de dialoguer, parce que, comme Madame le ministre l'a dit hier lors de son intervention, on resitue un an avant, donc en janvier 2018, on était dans une période de concertation sur cette question-là, principalement, spécifiquement, de l'apprentissage, d'évolution, donc la réforme de l'apprentissage, dialogue et concertation avec les régions, sur lesquelles nous avons... dans la très grande majorité des régions, exprimer des choses qui nous paraissent essentielles et fortes, et que nous avons la volonté de poursuivre, bien évidemment, dans le cadre de la réforme. Alors ça, on fait un petit peu l'histoire, mais c'est quand même important, parce qu'on voit finalement, en une année, nous disions, mais il s'en est passé plein de choses, et notamment dans les discussions, dans les réflexions au niveau des régions par rapport à notre positionnement sur l'alternance. Il s'avère que pourquoi nous sommes manifestés de manière aussi intense sur cette réforme-là en tant que région, en tant que collectivité locale, c'est parce que nous avons considéré, et à juste titre me semble-t-il, que globalement tout ce travail de partenariat mené sur les territoires avait commencé à bien porter ses fruits en matière de développement de l'apprentissage. Je signale quand même que les chiffres sont en augmentation constante chaque année. On est entre plus 4, plus 5% à chaque rentrée d'augmentation du taux d'apprentis. Et Madame Pénicaud l'a dit hier, on est à plus 5% sur cette rentrée 2018, qui est encore une rentrée, une carte des formations qui a été travaillée avec les régions et les partenaires. Donc on voit bien que cette dynamique est lancée. Pour autant, bien évidemment, les marges de manœuvre doivent exister et des propositions ont été faites dans ce sens au niveau national, dans lequel nous allons donc demander et faire en sorte de continuer à être présents, puisque le contexte de la réforme fait que nous restons partie prenante de l'apprentissage. D'une part, comme vous l'avez souligné, parce qu'il va y avoir ce sujet qui est en cours de calage, ces cours de discussion sur le montant effectivement du fonds de soutien qui sera accordé pour aider au fonctionnement des CFA, et aussi la question de l'investissement. Bon voilà, il y a une enveloppe globale dont il semblerait qu'ensuite, au niveau de chaque région, eh bien, il sera important effectivement de voir de quelle manière nous allons la porter et la développer et la mettre à disposition aussi des CFA en fonction des politiques d'aménagement que nous allons mener. Parce que ce qui est essentiel dans ce que vous dites, c'est que vous insistez aussi dans le cadre de la réforme, et c'est important, en disant que finalement les régions, nous sommes une collectivité locale, c'est-à-dire que nous avons
une compétence sur la formation, une compétence sur le développement économique, une compétence sur l'aménagement du territoire. Et ne serait-ce que pour parler de ma région, la région où vous êtes ici, je rappelle quand même, et c'est pas rien dans les politiques de développement et de formation, c'est la région la plus vaste de France, avec 12 départements dont certains sont très ruraux, dont certains, comme ici, ont à la fois une dimension littorale, une dimension montagne. Donc on voit bien qu'effectivement, les métiers qui sont à développer, qui sont apportés, sont différents d'un territoire à un autre. Et c'est important que la région accompagne aussi le développement de ces métiers. Il y a 115 CFA actuellement en Nouvelle-Aquitaine, un petit peu moins parce que certains se sont rapprochés, dont 34 sont des CFA de branche, si on fait la photo actuelle. Donc, cela veut dire que très rapidement, nous avons, avec le président Alain Rousset, rencontré et à la fois les branches professionnelles, et à la fois les partenaires sociaux, et à la fois les directeurs de CFA, très rapidement, pour voir de quelle manière on allait pouvoir prendre ensemble ce virage. Et je sais que la plupart de mes collègues dans les régions ont fait de même. Parce que cette habitude, ce travail que nous avons construit ensemble, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Et d'ailleurs, ça a été exprimé très fortement par tous les acteurs de l'apprentissage. On ne peut pas nier qu'actuellement, il y a quand même une période de flou, d'incertitude, et il faut rassurer, parce que ce rôle de cette régulation un petit peu de l'aide publique, de l'action publique, peut se faire via la région, et certainement que le fonds de soutien permettra aussi, j'imagine, et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, permettra également de maintenir au plus près des territoires encore des lieux d'apprentissage des CFA. Je le dis parce qu'il ne faut pas oublier que 70% des entreprises qui recrutent des apprentis ont moins de 10 salariés. Ce qui signifie très concrètement que ces entreprises-là, quand elles font l'effort, ces petites entreprises, ça peut être un artisan, ça peut être un exploitant agricole. Je le dis volontairement, quand il fait l'effort de prendre un apprenti, derrière, bien souvent, il peut avoir l'idée aussi de la transmission de l'entreprise. Et il est peut-être dans un petit village, il est peut-être dans un ensemble un peu difficile, un peu délicat. Et si le lieu, si l'apprentissage, si le CFA est à 150 ou 200 km, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, ce sont des choses qui nous sont remontées, qui nous sont bien exprimées. Et c'est important pour nous, et ce sera le rôle des régions, de veiller à ce qu'il puisse y avoir, et c'est là où il faut rassurer sur le coût au contrat de mon point de vue, qu'il puisse aussi y avoir des endroits où il puisse y avoir des petites unités d'apprentissage, parce qu'il est essentiel parfois qu'il y ait 4, 5, 6 apprentis à proximité d'un territoire pour qu'ils puissent continuer à développer leur apprentissage. Ça, c'est une chose à laquelle nous tenons beaucoup. Pour ce faire, eh bien, nous allons, s'agissant de la région Nouvelle-Aquitaine, mais je sais que mes collègues l'ont exprimé aussi hier, travailler avec les branches professionnelles, nous travaillons sur des contrats de filière. Ces contrats de filière, ce sont les déclinaisons du CPRD-FOP. Et d'un accord avec les branches professionnelles que nous rencontrons les unes après les autres, nous avons besoin d'un espace dans lequel nous devons dire, les régions, les branches professionnelles, de quelle manière nous allons travailler ensemble avec une déclinaison sur l'apprentissage. N'ayant plus de convention quinquennale à partir de 2020, n'ayant plus trop de cadres formels, je crois qu'il est important, et là vraiment je le dis parce que ça m'a été dit par y compris les branches professionnelles, de disposer d'un cadre dans lequel, en toute sérénité aussi, et en toute transparence, nous allons pouvoir poser notre cadre de réflexion ensemble. Ça, c'est apparu comme quelque chose de fondamental. Ce qui est apparu aussi de manière essentielle, et c'est pour ça que nous allons organiser les premières assises régionales de l'apprentissage le 13 février prochain en Nouvelle-Aquitaine, et avec les branches professionnelles et avec les CFA, et l'État sera également présent, c'est de voir ensemble aussi comment nous allons aussi mieux communiquer sur l'offre d'apprentissage. Nous avons par exemple les bourses de l'alternance. Que deviennent les bourses de l'alternance qui sont gérées par les régions ? D'un commun accord, tout le monde dit, mais l'offre, effectivement, il faut qu'elle continue à être portée à la connaissance des publics, ce qui rejoint la nouvelle compétence dévolue aux régions sur l'information sur les métiers. Mais ces sujets-là, je vais dire, ils sont autrement que financiers. La question financière, elle est essentielle et vous l'avez beaucoup abordée. Et c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les régions attendent de savoir le montant précis des dotations et le cadre d'intervention. Les CFA attendent aussi, et ça certainement qu'ils le diront aussi plus
plus de précision sur ce co-contrat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage, ce n'est pas que de l'argent. On ne peut pas le réduire à cette question strictement financière. Derrière, eh bien, c'est comment finalement, moi j'insiste sur cette notion de territoire, mais aussi de branche professionnelle, de filière, comment tout le monde se met en mouvement pour faire en sorte qu'au plus près des territoires, eh bien, il y ait des jeunes qui puissent accéder à un emploi formé par des gens qui connaissent le métier, qui puissent transmettre le geste et faire en sorte que les entreprises ne ferment pas et que les territoires puissent vivre dignement. C'est aussi ça aussi. L'apprentissage, c'est un outil d'aménagement du territoire. Donc, moi, en tant que collectivité locale, peut-être j'apporte cette touche-là, au-delà de ces questions strictement financières, mais qui sont une préoccupation. Et juste, après, peut-être nous interviendrons aussi sur les débats, mais c'est pour ça que nous allons faire en sorte aussi de continuer d'accompagner ça par des dispositifs qui sont pour nous complémentaires. Je pense au Fonds social d'aide aux apprentis. Il y a une question qui a été évoquée d'ailleurs tout à l'heure à la table ronde sur le forfait transport, hébergement, restauration. La question du transport, j'entends, moi, de ce que me disent et les CFA et les branches, cette question du transport, elle n'est pas encore tout à fait réglée quand même. Or, on sait bien que la question de la mobilité, la question du déplacement derrière des apprentis, ce sont des familles qui se questionnent aussi, il faut dire les choses concrètement, sur la façon dont le jeune va pouvoir se déplacer. La question du transport, pour moi, demeure entière. Alors même si nous, au niveau du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, on a un fonds social d'aide aux apprentis de manière volontariste, on va faire en sorte, en le gonflant un peu, de pouvoir résoudre quelques difficultés si elles se présentent. Je crois qu'il faut vraiment aussi que ces questions-là soient posées parce que, ou alors... il est clairement dit que les régions doivent continuer d'assurer ce qu'elles travaillaient avec les partenaires, auquel cas il faut que ce soit peut-être intégré dans la dotation qui sera discutée, ou alors il y a quand même quelques flous qui demeurent et qui posent question. Je voudrais juste terminer sur la carte des formations. Dont il s'avère qu'à présent, elle ne sera plus, la carte des formations pour l'apprentissage ne sera donc plus de la responsabilité des régions en partenariat avec les partenaires. Je voudrais juste dire que les cartes de formation que nous avons menées jusqu'à présent, elles ont été faites, s'agissant de ma région, en commun accord, en travail avec l'académie, avec les autorités académiques, où on travaille formation initiale, formation par apprentissage, avec les branches professionnelles qui donnent leur avis. Et on retrouve, c'est là où ça va être important pour nous, puisqu'on va pouvoir bénéficier de dotations sur l'investissement, pour pouvoir continuer aussi à développer des plateaux techniques de qualité qui permettent de prendre en compte l'évolution aussi des technologies. Par le biais de cet investissement, cette aide à l'investissement, à un moment donné, les régions vont bien sûr être au cœur de la discussion avec les branches professionnelles lorsqu'il va s'agir d'ouvrir et de fermer des sections. On ne peut pas imaginer que ça ne peut se faire que conjointement. Ce que disent d'ailleurs les branches dans chaque région. Ils disent on ne peut pas faire sans les régions sur ces questions-là. Aménager un plateau technique à tel endroit veut dire que collectivement, nous assumons le fait que c'est important de développer tel type et tel profil de métier. Alors ça ne va pas forcément s'appeler la carte des formations. En tout cas, ce que nous souhaitons et ce que nous commençons à mettre en œuvre, c'est la manière, la définition du cadre dans lequel, ça ne s'appellera pas carte des formations, mais dans lequel, collectivement, sur le territoire, nous ferons en sorte de développer plutôt tel type de formation sur tel endroit, en complémentarité avec les formations initiales existantes, avec quand même l'incertitude, et ça a été dit aussi lors de l'intervention précédente, enfin le table ronde précédente, l'incertitude aussi de désormais l'ouverture donnée à tous les organismes de formation d'être CFA. Et là, effectivement, la discussion c'est un cadre sur lequel il faut travailler et qui n'est pas simple. Parce que là, pour le coup, on n'a pas vraiment la visibilité sur ce qui peut se passer dans les mois ou les années à venir. Voilà un petit peu à ce stade-là ce que je voulais dire. Et je voudrais juste terminer sur les choses qui me semblent hyper importantes, c'est sur l'orientation, sur la valorisation des métiers. Et je voudrais dire un mot sur les Olympiades des métiers.
Je le dis parce que voilà, nous sommes toutes les régions de France avec les partenaires portent ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme. Ça reste l'une des plus belles vitrines, je pense, sur les métiers, la façon dont on peut accéder à ces métiers, y compris l'alternance. Et ça se fait parce qu'il y a un engagement volontariste des régions. Et justement, cette question de l'orientation, pour nous, y compris dans les modes de financement, elle n'est pas déconnectée aussi des dotations. Je veux dire que réduire la question de l'apprentissage, du coût de l'apprentissage à un coût au contrat, c'est un peu faire abstraction de tout l'environnement en fait qu'il y a autour strictement du coût au contrat de l'apprentissage. C'est un tout, c'est un environnement sur lequel l'information, l'orientation, via ces Olympiades nationales des métiers notamment, doit être prise aussi en considération. Voilà. Merci beaucoup Madame Vissy. Et je reprends un tout petit peu la parole. Vous avez bien raison de souligner d'une part le fait que le nombre de contrats en apprentissage est en nette augmentation sur votre territoire, et d'autre part la prédominance de certaines questions, à savoir la représentation des métiers et la question bien sûr du transport, de l'hébergement et de la restauration pour les apprentis et leurs familles. Bien sûr, il y a un coût au contrat, mais il y a derrière des personnes pour qui ces questions sont primordiales. Je vais maintenant avoir le plaisir de passer la parole à Madame le maire et Madame Dominique Fèvre-Pierret. Madame le maire représente Veolia, qui est une entreprise, bon là, un peu plus importante que 10 salariés bien évidemment, mais qui a une forte politique d'alternance, puisque vous avez 2400 apprentis dans le monde, dont 600 en France, un peu plus, peut-être 1200 en France, et plusieurs CFA internes à votre entreprise. Madame Fèvre-Pierret qui représente à la fois le MEDEF et l'ANFA. Sur l'ANFA, qui représente l'ANFA qui est une de branches liée à l'automobile et qui est une branche qui, de manière historique, est très implantée dans l'apprentissage. Donc, je vais avoir le plaisir de vous passer la parole et pour vous interroger sur les opportunités qu'offre cette réforme, à la fois pour les entreprises et aussi la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce que comment cette réforme encourage le recrutement des apprentis? Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons intervenir avec Manuel à deux voix et on essaiera de vous faire partager nos visions complémentaires sur l'apprentissage et la réforme. Avant d'aborder les questions des atouts de la réforme, on voulait vous faire partager également pourquoi nous, on cherche à s'investir dans l'apprentissage. C'est vrai qu'on a abordé les questions d'insertion, la réponse pertinente à des besoins en compétences. Moi, hier, j'ai fait beaucoup de parallèles entre l'intervention de M. Tadei et puis les apports de l'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage à côté des apports du CFA, qu'on cherche en entreprise à trouver des situations apprenantes pour le jeune et qu'on voit au fil des mois la personne se transformer, de devenir un professionnel reconnu, on parle, je pense, effectivement des situations apprenantes et de développement personnel. Et à côté des besoins en compétences, je pense que l'apprentissage, ça répond également à des enjeux de société, notamment pour les jeunes décrocheurs. Et c'est pour ça qu'aussi, les entreprises et les branches sont aussi mobilisées sur l'apprentissage. Oui, bonjour à tous. Donc juste quelques rectifications. Donc en effet, Veolia, c'est 50 000 salariés en France et c'est 1450 alternants chaque année avec à peu près 1000 contrats en alternance qui sont signés chaque année. Donc l'apprentissage et Veolia, c'est une longue histoire puisque le groupe a créé son premier CFA il y a 25 ans maintenant pour plusieurs raisons. D'abord parce que des métiers qui attiraient assez peu les jeunes, les métiers de la valorisation des déchets, du traitement de l'eau, de l'énergie, des métiers que les jeunes connaissent assez mal. Donc c'était important de les attirer vers ces métiers-là. Des métiers pour lesquels il n'y avait pas de formation, et alors c'est plus le cas aujourd'hui parce que les formations se sont développées, mais en effet, former et diplômer et qualifier, c'est aussi valoriser des métiers. Donc c'était les objectifs du groupe, et ce sont toujours les objectifs du groupe en s'impliquant dans l'apprentissage. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 2 CFA en France,
dont un que j'ai le plaisir de diriger aussi en Île-de-France. C'est aussi le rôle de l'entreprise de s'impliquer dans la formation des jeunes, des jeunes de tout horizon. On a des alternants du niveau CAP jusqu'au master. Et on forme beaucoup aussi au niveau 5 et niveau 4. Alors, si on passe aux atouts de la réforme, on parle de besoin en compétences, donc de qualification du besoin. Et c'est vrai que la réforme en matière d'ingénierie des certifications nous apporte des avancées. Nous siégions jusqu'à présent dans les commissions professionnelles consultatives des ministères, Éducation nationale et Travail, mais nous étions consultés. Avec la réforme, notre avis conforme est nécessaire pour mettre à jour et créer de nouvelles certifications. Donc ça, c'est en amont de la formation. Et puis désormais, en aval, en matière de contrôle pédagogique, les professionnels devront être présents à côté des inspecteurs de l'apprentissage. Donc pour nous, ce continuum de présence de l'entreprise et des branches sur quels sont les besoins des entreprises qualitativement et comment sur le terrain ces besoins sont pris en compte et comment l'offre de formation y répond, pour nous cette avancée est quand même majeure. Alors, du point de vue de l'entreprise, c'est une avancée majeure aussi, que les branches professionnelles reprennent la main un peu sur le contenu des diplômes et des titres et des formations pour avoir des formations, des diplômes qui vont évoluer en même temps que nos métiers, en même temps que nos activités. Ça, c'est vraiment essentiel, de pouvoir créer beaucoup plus rapidement de nouvelles formations qui vont suivre et l'évolution technologique et l'évolution réglementaire des métiers. On va aborder le deuxième point sur cette réforme qui nous paraît essentielle, c'est la souplesse. Alors, la souplesse à plusieurs niveaux. Tout d'abord en matière d'ouverture de section, puisqu'il n'y aura plus besoin de passer par des demandes d'ouverture qui faisaient souvent l'objet de décalage dans le temps entre la perception des besoins et les réponses de formation. Oui, alors ça c'est très important pour l'entreprise aussi, qui a besoin de répondre tout de suite à des besoins de recrutement. Alors c'est vrai que la souplesse, c'est rompre un rythme scolaire. On était très bloqué par ce rythme scolaire. Aujourd'hui, pouvoir intégrer dans des formations des apprentis tout au long de l'année. Alors, on ne sait pas encore trop comment ça va se faire. Si je reprends ma casquette de directrice de CFA, on y travaille. On ne sait pas encore trop comment ça va se faire. Et puis, on ne sait pas encore trop comment la certification, notamment pour les diplômes de l'éducation nationale, ça va se passer. Puisque si on intègre tout au long de l'année, il faut aussi, et si on sort du calendrier scolaire, il faut aussi que les examens suivent le rythme de formation des apprentis. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir des parcours adaptés au profil des jeunes qu'on va recruter, enfin, des jeunes ou des moins jeunes, parce que d'ailleurs, un des atouts de la réforme, c'est aussi de pouvoir recruter en apprentissage jusqu'à 29 ans révolus. Donc ça, c'est un point important aussi. Voilà, donc plus de souplesse, peut-être plus de dialogue aussi avec nos CFA, avec les CFA qui accueilleront nos apprentis. Déjà pour, comme on le disait, négocier la durée du contrat, des parcours plus individualisés. Et je pense que ça nous aidera aussi à capter plus de jeunes, puisqu'aujourd'hui, des fois, la durée de la formation peut être un frein aussi au recrutement des apprentis. Alors, je pense qu'au niveau des branches, nous aurons à accompagner, notamment avec les OPCO, justement ces émergences de besoins. Parce que l'entreprise, elle exprime souvent un besoin en compétences et on a 12 000 certifications inscrites au ANCP et demain à France Compétences. Donc il y aura un vrai travail d'ingénierie pour savoir quelle est la meilleure certification qui répond aux besoins. Et également de voir avec les acteurs, on évoquait les plateaux techniques, donc on a besoin d'investissement, on a besoin de personnel qualifié pour former les jeunes. Donc toute cette nouvelle ingénierie, cette agilité demandée par plus de réactivité, là les branches et les OPCO auront un rôle fondamental dans la mise en œuvre de cette réforme.
On peut aussi parler de l'avantage que la réforme va proposer avec des nouvelles méthodes pédagogiques qui vont donner aussi plus de souplesse, plus d'agilité, la digitalisation, l'apprentissage en situation de travail. Ce sont des outils qui sont intéressants aussi pour les entreprises, pour parfois réduire la durée de la formation, mais aussi pour impliquer nos maîtres d'apprentissage, nos tuteurs. Je pense à l'apprentissage en situation de travail. C'est aussi un moyen de transférer nos savoir-faire directement en relation avec les CFA aussi. Je pense que du côté des CFA, c'est aussi très intéressant de développer ces méthodes pédagogiques. Et pour finir sur la souplesse, on voulait évoquer la possibilité de voir le contrat d'apprentissage se rapprocher du droit d'exécution des conditions des contrats de travail classiques. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, faire signer un contrat d'apprentissage à une entreprise pour un jeune qui sort de 3e, pour un parcours pédagogique de 3 années, en sachant qu'il n'y aura pas de possibilité pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre des parties, d'avoir de la souplesse. Il fallait avoir beaucoup de pouvoir de conviction pour convaincre les entreprises. Là, aujourd'hui, on sait que, à la fois du côté employeur et du côté jeune, il y aura des possibilités d'aménagement, des parcours qui peuvent évoluer. Et là, on prend vraiment en compte la vie des entreprises et la vie des jeunes. Oui, alors il y a eu plusieurs études qui ont été faites précédemment sur les freins à l'apprentissage. Et c'est vrai que toute la partie administrative, la rigidité du contrat, j'ai envie de dire, d'apprentissage était aussi un frein pour les entreprises. La réforme lève un peu ces freins, avec de nouvelles dispositions sur la signature des contrats, la rupture des contrats aussi. Bon, ça, c'était vraiment des freins identifiés. C'est ce qui permettra peut-être aux entreprises de s'engager plus sur la signature de contrats d'apprentissage. La durée du temps de travail aussi, les travaux dangereux qu'on peut faire à un apprenti. C'est aussi un élément de motivation pour les jeunes parce que aller en entreprise quand on ne peut pas tout faire comme ses collègues, c'est pas se sentir vraiment intégré dans l'entreprise. Et puis l'autre point aussi dans la réforme sur lequel on compte beaucoup, c'est l'orientation. Comment on oriente les jeunes vers l'apprentissage, parce que pour une entreprise, recruter des apprentis, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et c'est très décourageant, c'est très démotivant quand le parcours s'arrête en cours de formation parce que la motivation pour un métier n'avait pas été suffisamment testée. Alors, chez Veolia, on s'intéresse aussi au pré-apprentissage qui permet de sécuriser les parcours. On a une convention avec l'ANAF aussi qui va nous permettre de toucher un plus grand nombre de jeunes. Voilà, donc on espère que cette réforme va nous permettre de mieux recruter et donc en plus grande quantité puisque c'est un des objectifs aussi. Je vous remercie beaucoup. Alors, je poursuivais sur le 3e volet du financement, puisque c'est quand même un sujet important et d'incertitude. Je voulais juste, dans un premier temps, reclarifier ce qui a pu être évoqué hier. Pour moi, avec la réforme, on va quand même vers plus de sécurisation, parce que quand vous étiez directeur de CFA, aujourd'hui, vous alliez voir le conseil régional, vous étiez forcément audité, challengé, vous alliez voir ensuite les branches professionnelles pour avoir du transfert à l'alternance, et puis vous alliez voir également les collecteurs de taxes d'apprentissage. Et c'était ce puzzle qui faisait que chaque année, le directeur de CFA construisait son budget. Avec la réforme, on a quand même une assurance d'un coût affiché pour 1, 2, voire 3 années. Et donc, le directeur de CFA va pouvoir construire son budget en connaissant, en fonction forcément des effectifs qu'il va accueillir, mais en toute connaissance de cause, il va pouvoir construire son budget. Si je prends l'exemple de la branche pour laquelle je travaille, les services de l'automobile, donc en termes de méthodologie à la NFA, nous sommes appuyés sur le réseau des CFA pilotes, 43 CFA, qui représentent à peu près 50% des effectifs de notre secteur. Il y a des CFA en territoire ruraux, en territoire urbain, des petits, des grands, donc assez représentatifs de la typologie des CFA. Nous sommes appuyés sur eux. Nous avons d'abord construit une méthodologie, puisqu'en fonction de votre organisme gestionnaire, de la région à laquelle vous vous trouviez,
vous n'aviez pas forcément la même terminologie pour parler la même chose. Donc pour requalifier chacune des lignes, il a d'abord fallu se mettre d'accord les uns et les autres sur ce que nous allions retenir. Et ensuite, l'ensemble des 43 CFA a fait remonter ses comptes au niveau national et nous avons mouliné l'ensemble des lignes pour tomber sur en fait un coût moyen. La bonne surprise, c'est que nous étions quand même très proches des coûts préfecture. Et quand je sais que beaucoup de branches se sont appuyées sur les coûts préfecture, je suis plutôt rassurée sur les différentes méthodologies. Donc ces coûts contrats ont été validés par la commission paritaire la semaine dernière et transmis en début de semaine à France Compétences. Donc voilà, et je sais que de nombreuses branches vont le faire incessamment sous peu. Donc je suis plutôt rassurée sur la mise en œuvre de la réforme de ce point de vue-là. Pour autant, je rejoins totalement Madame Vessy. Nous avons une culture du partenariat depuis plus de 40 ans. Donc forcément, les régions sont les acteurs incontournables du territoire. Nous avons eu des habitudes de dialogue, 17 contrats d'objectifs signés à ce jour. Donc forcément, pour rejoindre des logiques verticales et des besoins de territoire, il nous faut nous appuyer sur les conseils régionaux, avec nos partenaires historiques également, que sont les consulaires, chambres de commerce et chambres de métiers. Et puis, on souhaite travailler en interbranche au sein du MEDEF pour que les branches les plus avancées, comme le bâtiment, la métallurgie et la branche que je représente, puissent aider les autres branches à s'approprier cette réforme et aller de l'avant, parce que les besoins quantitatifs, il y en a. Si je ne parle que pour notre secteur, il y a 40 000 recrutements par an, un quart sont remplis par l'apprentissage, et dans les 5 années à venir, nous avons 50 000 nouveaux postes à pourvoir, en plus des 40 000 annuels. Donc vraiment, il y a des perspectives pour insérer des jeunes dans des vrais métiers, des métiers en CDI, 90% de CDI. Voilà. Donc pour valoriser les métiers, je pense qu'on a des arguments à mettre en œuvre. Et juste pour terminer, donc, tous les discours qui ont présenté la réforme ont mis en avant l'opportunité que cette réforme représentait pour favoriser la création des CFA d'entreprise. Donc Veolia a déjà ses CFA, néanmoins on travaille avec d'autres grandes entreprises au sein de la FIPA, la Fondation Innovation pour les apprentissages, qui est portée par EDF et la Fondation FAS, pour décortiquer, si je puis dire, cette loi et voir quelles sont vraiment les opportunités qu'elle propose aux entreprises, et est-ce qu'il faut créer son CFA, hein, et pour les groupes qui ont déjà leur CFA comme Veolia, qu'est-ce que ça va leur apporter, hein, alors en financement bien sûr aussi, hein, et est-ce que ça va vraiment valoir le coup de développer l'apprentissage dans les entreprises via des CFA dédiés. Voilà, donc on a encore beaucoup d'inconnus. Et avec ma casquette directrice de CFA, je vous confirme qu'on attend avec impatience les coûts contrats. Eh bien, je vous remercie énormément, mesdames, d'avoir à la fois su illustrer comment on dialogue en même temps les branches avec les entreprises, et d'autre part, d'avoir su montrer l'importance de la réforme et comment vous la prenez, comment vous l'accaparez, comment vous allez l'utiliser. Maintenant, je vais avoir le plaisir de passer la parole à Monsieur Jean-Jacques Olivier Hénon du 3CA BTP et Monsieur François Xavier et Monsieur Dominique Cressac qui va représenter la CCI et donc un réseau des consulaires. Juste pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, le 3CA BTP a à peu près 52 000 apprentis. Je donne un chiffre qui n'est pas définitif, bien évidemment. Et le réseau des CCI représente, lui, à peu près, là aussi, 100 000 apprentis, 140 CFA, donc des beaux appareils de formation, là aussi. Donc je vais leur poser la question de savoir, d'une part, en tant que chambre consulaire et donc opérateur de l'apprentissage, comment il va y avoir une position par rapport à la réforme, et comment l'offre de formation va évoluer avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Dominique Ressac, le directeur régional formation à la CCI de Région Occitanie, et je représente aujourd'hui le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Nous avons pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie une double réforme et un double changement. Le premier, c'est que nous étions et nous sommes encore, au titre de l'exercice 2019, enregistreurs de contrats d'apprentissage pour sécuriser les entreprises, collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les chambres consulaires et opérateurs, acteurs de formation sur 140 CFA présents sur tout le territoire et à peu près 100 000 apprentis. Au 1er janvier 2020, les effets de la réforme nous positionnent uniquement sur la partie opérateur. Point, dont acte. Donc, essayons de voir par rapport à cette démarche quels sont les atouts que nous avons acquis depuis un certain nombre d'années pour essayer toujours de les mettre au service des entreprises, des branches et des territoires. Mais bien évidemment, un bonheur ne vient jamais seul. Le double effet qui se coule fait que, également, en tant qu'opérateur, nous rentrons, au même titre que les autres opérateurs, d'une logique de gestion administrée de l'apprentissage, avec une convention quinquennale avec la région, et avec une région Occitanie très très dynamique depuis de nombreuses années sur le développement de l'apprentissage, à une logique de libéralisation de l'offre, et donc à une logique de marché. Et donc dans ce cadre-là, très clairement, c'est mieux qu'au loto, puisque nous, c'est 100% de notre chiffre d'affaires qui va changer, puisque bien sûr, comme tout le monde, nous n'allons plus avoir de dotation de la région, nous n'allons plus percevoir en tant qu'opérateur de taxes d'apprentissage, et bien évidemment, en tant qu'acteur public, nous ne pourrons plus mettre 1 euro de taxe pour frais de chambre sur un marché concurrentiel. Donc, soit on se dit, on s'arrête et puis on va faire autre chose, soit on essaye de retrousser les manches et d'essayer d'être force de proposition. Et c'est plutôt sur cette deuxième lecture, en logique avec les branches partenaires et avec les régions, et avec bien sûr notre tutelle, que nous avons engagé un certain nombre d'actions. Mais dans une philosophie complètement différente. Et là, le poste qui est le mien, derrière le terme de directeur régional, j'ai en charge un CFA régional présent sur 14 sites en Occitanie, 4700 apprentis, 250 collaborateurs, et donc la nécessité aussi d'accompagner ce changement. Et d'accompagner également ce changement d'abord vis-à-vis des entreprises. Ça fait quand même un certain nombre d'années, même lorsque nous étions en gestion administrée, que les entreprises ne nous attendaient pas. Simplement, la logique de la gestion administrée de l'apprentissage orientée, avec ses qualités et ses défauts, bien évidemment, vers un certain nombre de CFA, et parfois d'ailleurs sans qu'on ait clairement fait le lien entre les besoins de l'entreprise et le potentiel du candidat. Et là, l'effet de la réforme va conduire effectivement qu'en plus, en logique de marché concurrentiel, eh bien, on aille chercher les entreprises auprès des branches professionnelles partenaires, mais également auprès directement des entreprises. Là aussi, si je prends l'exemple du CFA que je dirige, 60% de notre offre de formation ne répond pas à une logique de branche, parce qu'elle est sur des métiers transverses. Donc, ça, il va falloir effectivement qu'en qualité d'opérateur, on aille chercher l'entreprise, qu'on évalue son besoin de compétences et de qualifications pour, à partir de là, lui proposer un certain nombre de candidats. On s'est inscrit, et l'effet de mutualisation que nous avons engagé en région il y a maintenant 7 ans nous apporte une vraie valeur ajoutée dans cette relation de proximité vis-à-vis des entreprises et dans également la relation de proximité que nous avons avec les branches. On citait la NFA qui est un partenaire effectivement important, l'industrie hôtelière en est un autre, les banques et les assurances avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles je dirais que sur la réforme, nous ne sommes pas inquiets outre mesure parce que cette relation de proximité, du fait de notre mutualisation, a renforcé nos liens. L'interrogation néanmoins que je nous fais partager
et que je partage tous les matins, c'est effectivement sur les entreprises qui n'obéissent pas à des branches professionnelles et qui vont nécessiter qu'on fasse un travail de fond important avec une difficulté très claire. C'est je gère le temps court, c'est-à-dire à la rentrée de septembre 2019, et je dois gérer aussi le temps de l'accompagnement qui est un peu moins court. Mais on va s'inscrire dans cette démarche et dans cette dynamique comme on le fait déjà depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est un premier élément qui est fondamental, et la relation de proximité historique qu'ont les chambres de commerce et d'industrie avec les entreprises et avec les branches, nous allons la renforcer dans cet esprit-là et dans cet axe-là. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est bien évidemment sur l'offre de formation qui est proposée. Je prends l'exemple, toujours que je connais le mieux, 90 diplômes du CAP au diplôme d'ingénieur. Ce qui me permet en règle générale d'ailleurs, en m'arrêtant sur cette formule, de tordre le cou auprès encore, non pas tant de jeunes, mais de parents, pour montrer que l'alternance et l'apprentissage est une véritable voie d'excellence. Et là, on a un vrai travail de fond. Parce que, franchement, la partie n'est pas gagnée sur ce sujet. Par contre, bien évidemment, l'offre de formation, on va l'inscrire dans la logique de la réforme. C'est-à-dire, non pas telle qu'elle a été configurée jusqu'à présent, mais en se rapprochant en logique de formation professionnelle. C'est ça l'esprit. Donc, sur les CQP, les titres des branches, eh bien, on va déployer les branches, ces CQP et ces titres. Sur les diplômes éducation nationale, le fait que les entreprises et les branches soient partie prenante dans l'élaboration du contenu et de la certification, ça nous va très bien. Parce qu'effectivement, ça fait un certain nombre d'années qu'on est souvent entre le marteau et l'enclume, où les entreprises reviennent vers nous en disant « Mais enfin, comment cela se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre la pédagogie que vous apportez et le besoin de l'entreprise ?» Ça, c'est une vraie avancée. Et puis, le troisième élément, il concerne l'offre de formation que nous portons, puisque les chambres de commerce et d'industrie sur, je ne vais pas être très original, les métiers du commerce, de la gestion, de la distribution et du management, impliqués historiquement, et on a commencé à faire un véritable travail d'innovation pédagogique, en particulier en direction des branches professionnelles non structurées, donc auprès desquelles nous allons proposer les diplômes des chambres de commerce et d'industrie. On a signé une convention avec la branche de l'horlogerie-bijouterie. On va continuer avec un certain nombre de branches. Mais avec un élément fondamental. Le premier, c'est que la totalité de notre offre est, pour le coup, on a vraiment bien anticipé, et tant mieux. La réforme, c'est que l'ensemble de nos titres est déjà calé en bloc de compétences. Et deuxième élément qui est fondamental sur la pédagogie, c'est la nécessité que sur chaque diplôme ou certification, on ait des outils de positionnement qui permettent d'individualiser les parcours. Parce que le challenge quand même pédagogique, c'est comment j'individualise le parcours, mais comment je le gère de façon groupale. Parce qu'il y a aussi, et j'en finirai là-dessus, des éléments financiers à prendre en considération. Le changement de paradigme fait que, effectivement, nous allons, sur chacune des formations, identifier, excusez-moi, ça me fait un petit peu mal au cœur de parler ainsi, mais des points morts financiers en dessous desquels nous ne pourrons pas ouvrir un certain nombre de formations ou alors sous un certain nombre de conditions, puisque, effectivement, on va s'appuyer, et nous attendons avec une impatience à peine dissimulée, la logique des coûts-contrats nous permettant clairement de voir comment nous pouvons mettre en place cette démarche-là au service des entreprises et des territoires. Voilà, pour cette première intervention. Bon, bonjour à tous, ça y est, j'ai plus rien à dire, alors formidable. Donc que vous dire de plus je suis drôlement content d'avoir été identifiés comme les bons élèves. Donc c'est pas le bâtiment, c'est les bâtiments et les travaux publics. Donc effectivement, le 3CA BTP est outil de branche, vous le savez. Nous avons donc on a eu un dernier décompte depuis notre conversation et on est passé à 54 000 apprentis, dont 70% sur les premiers niveaux de formation, niveau 5. Donc on a des jeunes très jeunes et voilà. Donc la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est vous qui la votez, mais c'est nous qui la vivons et même pas peur.
peur. Alors là, même pas peur. Même pas peur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas plus malin que les autres. Simplement, on avait regardé un certain nombre de signaux il y a 2 ans et nous nous sommes lancés dans un plan de transformation stratégique qui s'appelle très pragmatiquement Transform BTP, qui nous a permis d'anticiper un certain nombre de choses. Alors pour rebondir sur la question qui est posée, à savoir, bon, pour un CFA, pour les CFA, qu'est-ce que ça change, et qu'est-ce que ça change particulièrement pour des CFA qui sont outils de branche, ça change ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et qui commence vraiment à porter son effet, c'est l'écoute du client. Là, pour le coup, avant la réforme, on se demandait toujours « Ah tiens, c'est qui le client ? Ah, c'est le jeune, c'est l'entreprise, c'est celui-ci, c'est celui qui a... » Le client, c'est celui qui paye, hein, jusqu'à preuve du contraire. Celui qui paye, c'est l'entreprise. Donc là, maintenant, c'est clair. Le client, c'est l'entreprise. Donc on a commencé à poser un certain nombre de questions. L'entreprise veut quoi ? Eh ben, elle veut un certain nombre de choses, des compétences ceci, des compétences cela, des jeunes de tel âge, avec tel profil, etc., etc. Nous, notre métier, c'est de transformer un jeune en professionnel. Donc on écoute aussi les jeunes. Les jeunes, ils veulent quoi ? Ben, ils veulent qu'on les écoute, ils veulent qu'on prenne en compte leurs expériences, quand bien même seraient-elles assez courtes, hein, pour les gamins qui sortent de collège. Ils ont une expérience pro qui est pratiquement nulle, mais ils ont déjà un certain nombre de... ils se projettent dans un avenir, dans ce que peut paraître ou ce que peut être pour eux le monde professionnel. Donc il faut les écouter et puis il faut individualiser les parcours, effectivement. Donc on s'est lancé dans la modularisation des parcours parce que, encore une fois, la loi est claire, hein, la formation, c'est un marché. Puisque c'est un marché et qu'on a un client, le client, il faut l'écouter. Et il y a une grande tendance, hein, ce que chacun fait ici, quand il arrive devant la machine à café, vous avez vu dans le temps, la machine à café, il y avait un bouton pour avoir un café. Aujourd'hui, il faut avoir un baccalauréat et voir un doctorat pour choisir son café. Chacun doit avoir l'impression de choisir exactement le machin qu'il souhaite, mais la formation, c'est pareil. Donc en fait, on s'est lancé là-dedans, on s'est lancé dans le développement du numérique, dans une plateforme de formation ouverte à distance, dans l'individualisation des parcours, dans la modularisation. Et cette loi permet d'accélérer ce qu'on a lancé et qui fonctionne objectivement bien. C'est pour ça que là, cette année, on a 8% d'augmentation du nombre d'apprentis en une année, c'est quand même assez colossal. Alors tout ça, évidemment, vous le savez bien, c'est lié à l'activité économique. On ne va pas convaincre une entreprise de recruter quand elle n'a pas de besoin. Il n'empêche que ça marche objectivement bien. Donc qu'est-ce que ça change pour les CFA ? Eh bien, ça amplifie en fait un mouvement qui était déjà lancé et ça remet l'église au milieu du village. C'est-à-dire que le CFA, c'est maintenant clairement une société de prestation de services. C'est une business unit. Donc je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que, ah bah oui, il y a des formations vaches à lait et puis des formations déficitaires. Alors nous, heureusement pour nous, parce que finalement, on se pose assez peu de questions, nous sommes l'outil de branche. Donc les CPNE, les CPRF en région nous disent, attention, vigilance, dans tant de temps, il va nous falloir un certain nombre de compétences sur ces métiers-ci, ces métiers-là, donc il n'est pas question de les arrêter. Bon, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à compenser les déficits d'une section ou d'un CFA hein, par les excédents de telle section ou de telle CFA, mais c'est la vie de n'importe quelle entreprise. Et puis, sur les questions qui ont été abordées, et je rejoins, merci Madame du Conseil régional, rien ne résiste à la pragmaticité du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, cette loi se veut et est très libérale avec le client qui décide. Donc on régule, vous l'avez très bien expliqué monsieur, hein, par un niveau de prise en charge. D'ailleurs, il faut arrêter de parler des coûts contrats. C'est pas les coûts, c'est les prix contrats. Hein. C'est le prix. Voilà, c'est combien j'ai pour former. Donc on régule en fonction du prix accordé pour tel et tel contrat, en se disant voilà, ça va permettre de mieux financer, donc ça va développer l'offre. Il n'empêche que, Madame le disait fort bien, sur le terrain, quand on a besoin d'un plateau technique et sur lequel il faut investir, eh ben, les branches continuent à travailler avec les collectivités territoriales parce qu'un équipement, c'est un équipement. Et là, on est dans ce qui plane depuis tout à l'heure, hein, sur deux mouvements qui semblent opposés, un centrifuge, un centripète. Un centrifuge qui est un mouvement très libéral, un centripète qui est, il n'y a pas, si on investit sur un équipement, un CFA à tel endroit, tiens, en pleine zone rurale ou alors en pleine zone urbaine sensible, hein, le nouveau mot à la mode pour parler des quartiers. Donc c'est un choix d'investissement. Et cet investissement, il s'amortit. Là aussi, on est complètement
devant des considérations économiques basiques, mais c'est bien une œuvre d'aménagement du territoire et de carte des formations, comme le disait Madame. Et ça veut dire que cette loi amène un certain nombre de souplesses, mais ne peut pas abstraire la volonté des acteurs, dont les branches professionnelles, de continuer de s'emparer de l'avenir de la population. On est en train de construire des citoyens de demain, on est en train de construire un certain nombre de choses. Alors l'autre, et je conclus là-dessus parce que je sais que j'ai déjà été long, l'autre enjeu qui n'a pas été abordé jusqu'ici, et encore une fois je partage tout ce qui a été dit, c'est qu'il est peut-être temps de revenir sur l'académisme des Lumières à la française qui veut qu'il vaut mieux faire un bac plus 5 quitte à être malheureux dans la vie, plutôt que de faire un CAP, surtout si on est heureux de faire maçon ou électricien. Le marché de l'emploi, ce n'est pas le marché de la formation. C'est-à-dire que l'idée qu'on doit absolument amener tous les jeunes à un certain niveau de connaissance et de compétences, c'est un engagement de la nation, personne ne revient là-dessus, c'est une chose. L'autre chose, c'est de regarder quel est le marché de l'emploi. Et quand on a besoin de maçons, d'électriciens, excusez-moi, je parle de ce que je fais, de couvreurs, eh bien pour exercer ces métiers-là, il faut un niveau 5, il faut un niveau 4, ça dépend de la spécialité. Parfois, on est chef de chantier, il faut un niveau 3, mais peu importe de savoir ce qu'on a fait avant. Si on a fait une licence de sociologie, et puis qu'on se dit, tiens, c'est un diplôme général, donc ça ne prépare pas à un métier, tiens, j'ai envie d'embrasser ces carrières-là, c'est ni déshonorant ni anormal de préparer un diplôme de niveau 5, parce que le diplôme de niveau 5, c'est ça qui donne du boulot. Donc il y a les études d'un côté, il y a la voie professionnelle, ça c'est sûr, mais ce qu'on attend de cette loi, c'est de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire une formation correspond à un métier tel qu'on veut l'exercer. Et encore une fois, dans les branches conjointes du bâtiment et des travaux publics, on a la chance d'avoir une CPNE, on a la chance d'avoir des conventions collectives suffisamment claires. On regarde dans la convention collective, la qualification c'est celle-là. Pour obtenir cette qualification ou avoir l'équivalent, il faut telle certification. Ben, on prépare cette certification-là. Et là, pour le coup, l'assouplissement apporté par la loi de dire, tiens, on peut raccourcir, on peut ouvrir à peu près n'importe quand dans l'année, on peut adapter le temps de formation en fonction des profils, ben, devrait permettre d'amener un avenir professionnel à peu près à tous les jeunes, y compris jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire ce qui m'a fait plaisir parce que je suis finalement moins vieux qu'avant. Mais je vous remercie, en effet, c'est toujours une bonne nouvelle de se sentir moins vieux qu'avant, d'une part, et d'autre part, je vous remercie d'avoir su exprimer l'apport de la réforme et comment les opérateurs de formation en apprentissage vont se saisir la réforme. On l'a évoqué également avec le collègue, simplement, je ne ferai pas et nous ne ferons pas exception à la règle. Tout ceci n'a de sens que si au préalable, tout le travail sur la découverte des métiers et sur l'orientation, voilà, est calé, mais elle est surtout lisible par le public. Qu'il n'y ait pas 56 acteurs qui s'emparent du sujet, mais que ce soit clairement identifié. Moi, je terminerai sur ce chiffre-là. La rentrée de septembre 2018, j'ai 456 offres de contrats d'apprentissage qualifiés du CAP au Bac plus 3, je n'ai pas les jeunes en face. Oui, pareil pour nous, on a 3 900, 4 000 contrats non pourvus à ce jour. On aurait pu être à 58 000, oui, effectivement. Donc, alors vous avez vu toute la campagne de pub qui est faite par les lycées professionnels du ministère de l'Éducation nationale. Alors moi, je n'ai pas la télé, mais il paraît que ça passe à la télé, ça passe aussi dans les réseaux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Enfin, attendez, moi je trouve ça génial, parce que c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale qui promeut la voie professionnelle. Attendez, c'est quand même une rupture. Ça fait quand même un moment qu'il n'y en avait que pour l'enseignement général et technologique. Alors après, il faut faire attention, ils vont nous prendre des apprentis, etc. Bah oui, mais c'est la vie, c'est la loi, hein, chacun doit se battre. En tout cas, la promotion de la voie pro et de la réalisation de soi au travers d'un métier, je trouve ça juste génial. C'est un signe des temps. Je vous remercie en effet d'apporter ce témoignage, en effet d'avoir noté, si jamais vous avez des enfants en âge de devenir apprentis, vous savez dorénavant vers qui vous adresser, il y a des places et elles sont bien coucounées. Alors, avant de donner la parole à l'Association nationale des apprentis de France, peut-être la vidéo sur les World Skills, on les a déjà cités tout à l'heure, ainsi que les résultats au sondage, dans l'ordre ou dans le désordre.
qu'on réfléchisse ensemble sur les obstacles que je pourrais rencontrer. Et j'ai bien aimé son approche au final, son expérience me sera utile. Peut-être les résultats du sondage, s'il vous plaît. J'ai un petit doute. Alors en attendant, on va les avoir en direct. Je vais avoir le plaisir donc de passer la parole à M. Cadiou et pour lui poser donc 2 questions. La première est de savoir quels sont les apports positifs de cette loi pour les apprentis d'une part, et surtout, en mot de la fin, que demander de plus demain pour la prochaine réforme pour les apprentis. J'y vais ? Oui. Allez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Aurélien Cadiou, je suis le président de l'Association nationale des apprentis de France. Donc peut-être que l'ANAF n'est pas encore connue de vous toutes et tous, et j'en suis le premier déçu. Donc juste, je vais rappeler en 2 mots et je vais être très rapide parce que je sais qu'on a beaucoup de retard, donc je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc c'est une association à but non lucratif qui a plusieurs missions, dont la première est notamment de représenter et de défendre les intérêts des apprentis. Et on a joué notre rôle lors de la concertation qui a été menée par Sylvie Prunet, puisque la ministre du Travail nous a fait l'honneur de nous convier à toutes les réunions. Donc sur les apports de la réforme, nous, on est déjà très contents sur le premier point, c'est qu'on parle de l'apprentissage et qu'à peu près tous les citoyens, tous les parents ou tous les jeunes ont entendu, grâce à la réforme qui est en cours, de l'apprentissage et se sont peut-être posé la question en disant « Ah bah oui, en fait, j'avais pas pensé à l'apprentissage et maintenant je vais peut-être regarder un petit peu plus ». On est aussi content parce que c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que ça bouge, voilà. On ne sait pas si le changement de gouvernance va être super bien ou pas. On avait rencontré le président des régions de France, on avait rencontré le patronat quand il y avait le petit bras de fer pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux. On s'était dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra que les deux continuent à travailler ensemble et ça a été confirmé. Et je pense et j'espère que toutes les régions continueront à travailler et à s'investir pour l'apprentissage. Et notamment sur l'orientation. Nous, c'était une de nos premières propositions lors de la concertation. C'était avant même de travailler sur l'apprentissage en tant que tel, travaillons sur l'orientation, mais on voit, ça l'a été dit encore aujourd'hui, mais je crois que tous les acteurs le disent, le CESE a rendu un rapport et le dit aussi, il faut vraiment travailler sur l'orientation des jeunes, sur l'information des métiers, et ça, c'est indispensable pour promouvoir l'apprentissage et pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'apprentis. Et aussi des apprentis qui soient mieux orientés et qui n'aillent pas vers la voie de l'apprentissage par défaut. On est content de l'augmentation de l'âge, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui nous contactaient à ANAF en disant bah voilà, j'ai 26 ans, j'ai 27 ans et en fait je me rends compte que ce que je fais, la voie que j'ai suivie, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux faire, et ben j'aimerais bien, grâce à l'apprentissage, me réorienter et en 2 ans et en touchant un salaire toujours, pouvoir refaire ce que j'ai pas pu faire quand je suis sorti du collège parce qu'on m'a dit fais un bac S. Donc on est content que ça puisse aller jusqu'à 30 ans parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient aimé pouvoir se réorienter via l'apprentissage et qui ne pouvaient pas le faire, c'est très bien. Le seul bémol qu'on peut émettre, c'est que les apprentis mineurs ont beaucoup de difficultés pour trouver un contrat, ça c'est déjà sûr. On l'a dit, il y avait des limites législatives qui faisaient que les employeurs étaient un peu réticents à prendre des apprentis mineurs, mais il y a aussi toutes les problématiques, et je reviendrai dessus, sur les transports, l'hébergement, la restauration, la mobilité de ces jeunes mineurs qui ne peuvent pas avoir l'aide au permis de conduire, qui ne peuvent pas louer de logement, etc. Donc il faut juste faire attention que cette augmentation d'âge n'incite pas les employeurs à prendre des apprentis qui ont 30 ans et au déficit des apprentis qui seraient mineurs et qui sortiraient justement de 3e. Et donc c'est ces jeunes-là qui sont très difficiles à aller en apprentissage, c'est des jeunes qui sortent de 3e et qui ont beaucoup de mal à aller dans l'apprentissage. On est aussi très content, la souplesse qui est apportée au niveau des employeurs avec la suppression du passage obligatoire au prud'homme, c'est bien, mais c'est aussi super bien. Et franchement, c'est une très grande avancée pour les apprentis de pouvoir démissionner. Parce que beaucoup d'apprentis ont justement été mal orientés et se retrouvent coincés avec un employeur qui, peut-être qu'on peut le comprendre ou ne pas le comprendre, décide de ne pas accepter une rupture amiable avec le jeune, et le jeune se trouve confronté à devoir continuer à faire une formation
Et pour lui, 1 an, effectivement, nous, on commence à comprendre qu'1 an, c'est rien dans toute une vie, mais pour lui, 1 an, à son âge, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment très bien. On est aussi très content, et on ne peut qu'être très content, puisque c'est nous qui l'avons porté par amendement, d'ajouter comme mission pour les CFA de donner une formation auprès des nouveaux apprentis sur les droits et devoirs qui sont inhérents à leur contrat de travail, parce qu'il y a une vraie méconnaissance des jeunes qui sont maintenant des travailleurs sur les droits et les devoirs qui sont inhérents à leur contrat de travail. C'est ce qu'on fait avec la convention avec Veolia, et il me semble que Veolia est assez satisfait des formations qu'on peut faire auprès de leurs jeunes apprentis pour les former sur les droits et devoirs. Le travail sur l'orientation est très important. On a aussi un petit peu peur effectivement du côté commercial des nouveaux CFA qui pourraient se créer. On reste assez confiant, mais on a un petit peu peur, et on a surtout peur que des CFA puissent fermer en cours de formation pour des jeunes, parce qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à remplir leur classe, et du coup, leur viabilité économique n'est pas là. Du coup, je vais enchaîner sur la deuxième question directement. Pour aller plus loin, nous, on a beaucoup d'attentes sur les aides. Donc on sait que le transport, c'est une grande question entre le gouvernement et les régions. On ne sait pas encore qui va prendre à sa charge ces aides pour le transport, qui sont très très importantes, parce qu'effectivement, il n'y a pas des CFA à 5 minutes de chez soi à pied. Et puis des entreprises, c'est pareil, on n'en trouve pas forcément à 5 minutes de chez soi à pied. Sur l'hébergement, la restauration, les 2 premiers équipements, c'est dans le coût contrat, donc on est content, on est satisfait. C'est ce qu'on demandait. On attend juste de connaître un peu les montants et de savoir s'il pourrait y avoir des déclinaisons liées aux spécificités des territoires. Et ben voilà, il y a des territoires qui sont très ruraux où on a besoin de certaines aides, plus que dans des territoires qui sont très urbains où on n'a pas besoin des mêmes aides. Et enfin, effectivement, non pas enfin du tout, j'ai pas fini, pardon. Le fonds social, les fonds sociaux qui étaient destinés aux apprentis dans les régions, ça c'est quelque chose qui pour l'instant n'a pas été repris dans le contrat, et on espère, on en parlera avec Alain Druel du ministère du Travail d'ici peu, on espère que ces fonds vont perdurer, parce qu'ils sont très importants pour éviter des ruptures de parcours. La prépa métier est très bien, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une voie qui permet l'accès à l'apprentissage notamment. Pour nous, ça ne va pas assez loin, parce qu'en fait, certaines classes de 3e vont être des classes de 3e normales, et d'autres classes de 3e vont être des classes de 3e prépa métier. Et le problème qui va se passer, on pense, c'est qu'il y aura cette segmentation en disant les mauvais qui étaient en 4e, on les envoie en prépa métier, et les bons, on les envoie en 3e. Que si on avait généralisé les prépa métiers à toutes les 3e, en fait, n'importe qui, même le jeune très très bon qui ne s'était pas posé la question d'apprentissage, pourra découvrir les métiers et se dire bah oui, en fait, bah non, en fait, je veux faire un bac professionnel en ceci, en cela, plutôt que de faire un bac S. Le travail indispensable sur l'orientation et l'image de l'apprentissage. Je pense que les régions sont très satisfaites de reprendre cette compétence, et on espère qu'elles vont vraiment faire des choses innovantes. J'avoue personnellement avoir aucun doute sur le fait que les régions vont vraiment prendre à cœur ce rôle et intervenir dans les collèges et les lycées et faire des interventions auprès des jeunes pour faire découvrir les métiers et pour les aider sur l'orientation. Les Olympiades des métiers, c'est extraordinaire, je pense que tout le monde connaît ici. J'ai moi-même eu la très grande chance d'être champion de France en 2011 en contrôle industriel, et les Olympiades des métiers tendent à vraiment être beaucoup plus connues et médiatisées auprès des jeunes. Les mineurs, j'en ai parlé. Du coup, je finirai, pour pas être trop long, sur la représentation des apprentis au sein des différentes instances qui sont nouvelles ou qui ont été modifiées, notamment France Compétences. Alors, on l'a su très rapidement qu'on n'aurait aucune place au sein du conseil d'administration de France Compétences. Et maintenant, on a fait une demande officielle au président de France Compétences pour pouvoir siéger dans au moins des commissions de France Compétences. C'est-à-dire, il faut donner la parole aux apprentis, il faut arrêter de faire des choses sur l'apprentissage, de faire des réunions sur l'apprentissage dans lesquelles on ne convie pas les apprentis. Il faut aussi responsabiliser les apprentis, leur donner la parole, leur permettre de témoigner et aussi de décider du système dans lequel ils sont eux aussi un acteur. Donc France Compétences, les OPCO également, et aussi au sein des CFA. Nous, on avait demandé d'aller plus loin parce que le conseil de perfectionnement, c'est le seul endroit où effectivement on demande à ce qu'il y ait un apprenti, mais les conseils de perfectionnement sont quand même des réunions très administratives et on ne peut pas faire beaucoup de choses. Enfin, juste 2-3 petits mots sur les dernières actualités de l'ANAF. C'est une association qui se dynamise petit à petit. On lance un système qui s'appelle SOS Apprentis, qui est un chat en ligne sur lequel on répond à tous les apprentis ou futurs apprentis ou parents qui viennent nous poser des questions. Et on se rend compte tous les jours, avec les centaines de demandes qu'on peut avoir, qu'il y a beaucoup de problématiques. Et je vous invite donc à promouvoir ce système-là d'aide sociale en ligne auprès de tous les apprentis ou futurs apprentis ou parents. Et on répond même à certains employeurs qui viennent nous contacter, même si eux ont normalement leurs propres interlocuteurs.
On va lancer aussi également une plateforme pour que les apprentis puissent simuler les aides auxquelles ils peuvent prétendre, parce que justement, on sait qu'il y a beaucoup d'aides pour les apprentis qui sont données par différents organismes, Mobility Jeunes, la CAF, les régions, les CFA, l'État, etc. Et donc on va lancer un simulateur pour que les apprentis puissent savoir quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Et enfin, on a vu juste avant la vidéo d'un simulateur pour les entretiens. On sait que les jeunes ont beaucoup de mal à savoir comment trouver une entreprise. Il y a beaucoup de salons qui existent pour faire du job dating, etc. On ne va pas faire ça. Nous, on va faire des salons pour aider les jeunes à trouver une entreprise, c'est-à-dire sur quel site je vais pour trouver une entreprise. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est Le Bon Coin, etc. Comment faire son CV? Comment faire sa lettre de motivation? Mais aussi comment appeler une entreprise pour essayer de décrocher un entretien, comment se comporter pendant un entretien. Et enfin, on ira même un peu plus loin, parce qu'on va aussi travailler sur la posture professionnelle des jeunes, et pour les former au premier instant où ils vont entrer en entreprise, où là, ils vont être, entre guillemets, jugés, parce que je pense que tous les employeurs le font plus ou moins. La première impression compte, et donc on va leur apprendre à avoir une posture professionnelle et passer du statut d'étudiant à celui d'apprenti, qui reste malgré tout un statut de salarié. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cette plénière et à nos participants pour ces échanges et ces points de vue que j'ai moi-même estimé particulièrement riches. Peut-être le mot de la fin. Merci Romain Pivot. Je vais garder son micro, je peux prendre celui-là. Voilà, ainsi se termine donc cette deuxième table ronde. On vous libère pour aller déjeuner. Comme je vous le disais, ça se passe dans les couloirs en mode déambulation. Alors on vous demande juste de respecter le lieu, dans le sens pas aller au Bellevue par exemple, où ils auront prévu un autre contingent de repas. Voilà, c'est resté un petit peu à l'endroit où vous avez suivi l'atelier. Donc merci à Romain Pivot du Centre Info avec tous ses invités pour cet éclaircissement et ce décryptage de l'alternance, des nouvelles règles. On se retrouve si possible cet après-midi à 14h, d'ici 1h30, quoi, le temps de se sustenter et puis d'échanger évidemment, parce que c'est aussi le but de cette université d'hiver, avec un thème sur la qualité de la formation, principal levier de régulation de l'offre. Donc on est encore dans la réforme, on est encore dans l'explication de ce qui va se passer dans les mois, les années à venir. Je vous souhaite à tous un bon appétit, profitez bien de ces moments de convivialité pour échanger. Voilà, je pense qu'on peut applaudir effectivement les intervenants. Voilà. Merci à tous, profitez aussi de la vue extraordinaire sur une mer déchaînée juste au bout, et à tout à l'heure avec grand plaisir.